Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de la télévision Labari. Débutons ce journal avec cette brève des acteurs de la société civile. Les acteurs de la société civile, à savoir Munkaila Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Meikoul Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 98e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Oualam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Les parlementaires ont approuvé ce matin avec 110 voix pour la loi déterminant la liste des autres agents publics assujettis à l'obligation de déclaration des biens. C'est en présence du ministre de la Justice, Marou Amadou, que la loi est votée. Une loi qui vise à lutter contre l'enrichissement illicite des agents de l'État. Compte rendu Ismaël Moumouni, Sadou Doumi. L'examen des projets de loi déterminant la liste des autres agents publics assujettis à l'obligation de déclaration des biens. C'est à cette mission que se sont attelés les parlementaires. Ainsi, à l'issue du vote, tous les 110 députés présents à l'hémicycle ont approuvé cette loi. Bien que cette loi a été votée à l'unanimité, le commissaire du gouvernement s'indigne contre l'attitude des élus qui se sont exclus de cette déclaration des biens. Dans notre esprit, dans l'esprit du gouvernement, le député, il n'est certes pas un fonctionnaire, mais il est un agent public qui doit être tenu par la loi à déclarer ses biens. Comme l'a dit l'honorable Zili, ils n'ont rien à cacher. Il s'agit de déclarer sa maison si on a des maisons, son jardin si on en a. Si on a des chèvres, on les déclare. Si tu n'en as pas, tu ne déclares rien du tout. Et les arguments selon lesquels ils ne gèrent pas de budget, selon lesquels l'article 52 leur interdit l'accès au marché public, j'ai dit que tout ça ne sont pas des arguments solides. Puisque comme je l'ai indiqué, la plupart de ces agents qui vont déclarer, ils ne gèrent pas de budget non plus. Et ils sont interdits de commerce comme les députés. Le ministre de la Justice, à travers le gouvernement, compte renvoyer ce dossier pour avis à la Cour constitutionnelle. Le mot agent public derrière lequel qu'on veut utiliser pour que les députés ne soient pas soumis à la déclaration des biens, là, on va vérifier au niveau de la Cour constitutionnelle si ce prétexte-là lui peut prospérer. Dans tous les cas, donc, si la Cour constitutionnelle dit que le député, dans l'esprit de la Constitution, est un agent public et qui doit être soumis à la déclaration des biens, eh bien, nous modifierons, nous amenderons la loi, ou du moins, on va prendre un autre texte qui va soumettre tous les députés à la déclaration des biens. Parce que dans notre esprit, le député, il est soumis, comme beaucoup de fonctionnaires, à l'exposition de la corruption, à l'achat de son vote dans certains cas. Cette loi qui vient ainsi d'être votée, si elle est bien appliquée, permettra, sans nul doute, non seulement de mettre fin au détournement des biens publics, mais surtout lutter contre l'enrichissement illicite des agents de l'État. Point de presse de ce matin du procureur de la République sur l'affaire du ministère de la Défense nationale. Il s'agissait pour Maman Sayabou Issa d'annoncer l'ouverture d'une information judiciaire après avoir examiné le dossier de la procédure. Les Nigériens attendent de connaître le sort réservé à cette affaire qui porte sur plusieurs milliards de francs CFA. L'affaire du ministère de la Défense nationale va-t-elle connaître un dénouement heureux après tout ce qui a été dit sur le dossier? Le procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey était face à la presse ce mardi pour parler des irrégularités relevées par le rapport dont le cumul du manque à gagner pour l'État du Niger est estimé à plus de 32 milliards 643 millions de francs CFA. Des extraits de ce rapport provisoire qui font ressortir un manque à gagner total
pour l'État qui se chiffre à 76 milliards 135 millions 383 473 francs ont fait l'objet de diffusion dans les réseaux sociaux et dans les médias, nonobstant son caractère confidentiel. Ce rapport provisoire a fait l'objet de contradictions, lesquelles ont été intégrées dans le rapport définitif en date du 3 avril 2020. Il est articulé autour de 4 axes, conformément à la méthodologie et à la grille d'analyse en matière d'enquête administrative. Il ressort notamment de ce rapport définitif des irrégularités dans la chaîne de passation des marchés publics, des livraisons non conformes, des livraisons partielles ou une absence totale de livraison et de surfacturation dans certains marchés. Dès réception de ce rapport définitif, le 3 avril 2020, Son Excellence, le Président de la République, a donné instruction de le transmettre au ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a saisi le procureur général, qui à son tour a saisi notre parquet de ce rapport le même jour, le 3 avril 2020. Au total, au titre de la surfacturation, le rapport définitif, après contradiction avec les fournisseurs, a conclu un manque à gagner de 12 milliards 101 199 965 francs, au lieu de 43 milliards 333 millions 755 014 francs du rapport provisoire. Au titre du matériel non livré, il ressort du rapport définitif un manque à gagner de 18 milliards 571 millions 156 072 francs, au lieu de 27 milliards 801 millions 628 459 francs du rapport provisoire. Le cumul du manque à gagner pour l'État, issu du rapport définitif, est de 32 milliards 642 millions 221 746 francs. Après examen des différents points du rapport d'audit par la police nationale, les différents manquements ont été relevés. Les surfacturations après contradiction apportées par les fournisseurs, les montants reconnus par ces derniers est de 12 milliards 101 millions 192 965 francs. Sur les matériels non livrés, après audition des mis en cause et production de pièces justificatives à l'enquête préliminaire, ces montants ont été ramenés à 6 milliards 26 millions 55 641 francs. Il ressort de l'examen du dossier de la procédure transmise à notre parquet le 22 juin 2020 des faits susceptibles de recevoir des qualifications pénales et justifier l'ouverture d'une infraction judiciaire contre des personnes dénommées et leurs complices pour plusieurs infractions à la loi pénale, dont atteinte à la liberté d'accès et l'égalité des candidats devant les marchés publics et les délégations de services publics prévues et punies par l'article 134.1 du Code pénal, faux et usage du faux en écriture publique et de commerce prévu et puni par l'article 152, 153 et 157 du Code pénal, enrichissement illicite prévu et puni par l'article 130.4 du Code pénal et complicité prévue par les articles 48 et 49 du Code pénal. Au total, l'audit du ministère de la Défense nationale a porté sur 177 dossiers des marchés négociés suivant la procédure d'entente, dont 15 dossiers non apurés relèvent des gestions antérieures de 2017. L'audit du ministère de la Défense nationale a été mené après des attaques terroristes meurtrières dans la région de Tillabéri, notamment à Inates et à Chinegodor, où l'armée nigérienne a perdu plusieurs dizaines de soldats. Récemment, dans une déclaration conjointe, les 4 fronts de l'opposition politique ont qualifié cette affaire du plus grand scandale du siècle. De son côté, le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne, dont 3 de ses membres sont toujours en prison en lien au détournement du fonds au ministère de la Défense nationale, continue également à exiger que la justice soit rendue au nom du peuple nigérien dans cette affaire rocambolesque. Réouverture des établissements scolaires le 1er juin dernier et cela pour une durée de 45 jours. Du 1er juin à aujourd'hui, le programme n'a pas évolué comme l'explique un syndicaliste de l'enseignement primaire dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Réouverture des établissements scolaires depuis le 1er juin dernier et cela pour 45 jours afin de permettre aux scolaires d'acquérir le maximum de connaissances. Seulement,
De la reprise à aujourd'hui, le programme n'a pas évolué et cela pour plusieurs raisons. Durant les 2 semaines, pratiquement les cours n'ont pas réellement commencé parce que les dispositifs qui devraient servir à un bon redémarrage, à une bonne reprise, ne sont pas encore en place. Donc nous attendons d'un moment à l'autre voir ce qui va être fait du côté donc de la partie gouvernementale. La reprise n'est pas effective si on tient compte des mesures annoncées par le gouvernement. Par rapport même au programme, je vous ai dit, il y a des phénomènes qui dépassent l'homme, notamment l'hivernage. Et vous avez vu, ça c'est une tradition pour notre pays. Dès que les premières pluies tombent, il y a des localités où les gens seront obligés d'abandonner parce que les enfants ne vont plus venir, les paillotes sont inexistantes et du coup, c'est l'arrêt systématique des cours. Les élèves en classe d'examen vont payer un lourd tribut de cette situation. Nous avions appris quand même au secondaire que souvent c'est des polycopes qui ont été mis à la disposition des élèves, des candidats, et les enseignants passent 1h30 minutes pour expliquer. Là, je dis bien, ce n'est pas une méthode qui peut vraiment porter des fruits qui seront appréciables. Et comme nous l'avons dit, cette reprise ne peut être que politique parce que ça n'a pas été bien préparé, parce que tout simplement les différents acteurs ont été mis à l'écart. Le gouvernement a pris cette affaire seul et nous voyons aujourd'hui la délinquance dans laquelle l'école publique est plongée. Tout ce que nous allons leur demander, c'est de créer les conditions pour que ces candidats-là puissent se présenter à leurs examens avec un bagage ou bien avec un programme accompli. Même s'il faut revoir les dates des examens, le repousser, il faudrait quand même que le gouvernement se rende compte que vraiment, en 45 jours, on ne peut pas finir ce programme-là. Et Dieu merci, nous avons constaté que les chiffres, les taux d'exécution qui ont été annoncés aux autorités ou par les autorités, ce sont des chiffres erronés et fantaisistes. Donc il va vraiment falloir que nous revenions à de meilleurs sentiments pour se dire qu'en 45 jours, on ne peut pas préparer des candidats pour aller se présenter à des examens. Et c'est inadmissible dans un pays où nous connaissons très bien les conditions, nous connaissons très bien les réalités du pays et qu'on s'entête, n'est-ce pas, à amener ou bien à conduire ces enfants-là à l'abattoir, comme on l'a dit. Selon ce syndicaliste du secteur de l'éducation, avec cette allure, les gens ne doivent pas s'attendre à un bon résultat des examens au cours de cette année. Selon toujours ce même syndicaliste, le programme n'a jusque-là pas atteint 50%. Le volet reportage de cette édition va nous conduire dans la région de Zender, plus précisément à Tirmini, pour découvrir un important site archéologique. Il s'agit d'une pyramide confirmée par un rapport scientifique. Le reportage est signé Alicissi Ibrahim. L'égyptologie, qui est la branche de l'archéologie se préoccupant des antiquités égyptiennes, est en train de s'enrichir à la faveur des travaux menés par l'archéologue nigérien Souley Garba dans la région de Zender. En effet, Souley Garba, à travers le décryptage d'anciennes écritures égyptiennes, est parvenu à découvrir l'existence d'anciennes pyramides antérieures à celles de l'Égypte à Tirmini, localité située à quelques 20 km de Zender. L'archéologue Souley Garba explique le cheminement qu'il a suivi pour aboutir aux pyramides de Tirmini. La pyramide de Tirmini est notamment à Tambaki et je l'ai découverte à la fin du mois de février 2012, le 30 février 2012. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé à comprendre que c'est une pyramide? Il faut comprendre que bien avant cela, j'étais aux États-Unis pour travailler avec une institution qu'on appelle Arché, dans le domaine de l'égyptologie. Et suite à ces travaux pendant presque 7 ans, donc je m'en suis un peu départi des travaux ordinairement qu'on connaît sur l'égyptologie. Et j'ai préféré maintenant prendre la voie par laquelle j'ai compris par moi-même que les anciens écrits égyptiens sont basés. C'est-à-dire que j'ai pris la voie africaine. C'est-à-dire que pour moi, j'étais convaincu que l'ancienne écriture égyptienne qu'on appelle aujourd'hui, ou bien qu'on appelle dans l'égyptologie
les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes étaient écrits dans une langue africaine, et particulièrement la langue Hausa. Sur la base des petits indices que j'ai eus avec les Champollion et les sœurs Alain Gardiner, donc finalement, j'ai engagé mes propres travaux pour continuer et déchiffrer petit à petit ces caractères-là en Hausa. Donc, lorsque j'en suis arrivé vers les années 2012 à déchiffrer intégralement ces anciens textes égyptiens, j'ai compris qu'ils parlent en fait d'une partie du territoire du Niger. Et notamment, ils parlent de Zender, notamment du Damagaram, dans le passé. Et c'était suite à ça que finalement j'ai vu que régulièrement ils reviennent sur deux principales pyramides, à savoir la pyramide de Tirmini que nous avons jusqu'à aujourd'hui, et deuxièmement il y a une plus grande, une géante pyramide qui aujourd'hui a disparu, mais la pyramide de Tanut. Lorsque l'archéologue Souley Garba avait annoncé la découverte d'anciennes pyramides plus vieilles que celles de l'Égypte, l'étonnement a été grand au sein de l'opinion. Alors plus de stupéfaction sur ce sujet à l'heure actuelle, car un éminent expert égyptologue, après examen, analyse du site de Tirmini, a confirmé dans un rapport produit à cet effet qu'à Tirmini se trouvent bel et bien des pyramides. Il y avait un expert international qui travaille d'ailleurs avec l'équipe égyptienne, qui travaille même avec les autorités égyptiennes, et qui a sorti d'ailleurs le rapport récemment. Il s'appelle Dr Choc. Après les Égyptiens, également il était invité par la République du Niger, par la voie officielle. Ce n'est pas une voie officieuse, je l'ai dit. Officiellement, il a été invité par le président de la République à travers la haute autorité à la consolidation de la paix. Il est arrivé à Niamey. On lui a mis tous les moyens à sa disposition ou à leur disposition parce qu'il y a deux Américains. Mais Dr Sok, c'est lui qui est l'expert qui travaille avec l'Égypte. Donc, nous sommes transportés à Zender. Je lui ai montré les sites. Et il m'a posé des questions, je lui ai répondu à tout ce que je sais par rapport à ma découverte propre. Il est parti, il a fait son investigation et après l'investigation, il a produit un rapport. Aujourd'hui, le rapport est donc disponible et nous l'avons transmis non seulement à la haute autorité, à la consolidation de la paix, mais je crois que aussi le président de la République est au courant. Et c'était suite à ça que finalement, on a médiatisé le rapport à travers les réseaux sociaux, à travers les télévisions et les radios, dont aujourd'hui la Bari également est au courant. Le rapport a confirmé parfaitement qu'il y avait bel et bien une pyramide à Zender. Plus encore, sur le site de Tirmini, l'archéologue Souley Garba et l'équipe d'experts archéologues ont mis à jour une série de tombes dans lesquelles ils ont découvert des squelettes d'hommes extraordinaires. Oui, des hommes qui, après mesure de leur ossement, mesuraient diversement 3 mètres et 7 mètres. En un mot, c'est une gigantesque mise à jour historique qui a été effectuée à Tirmini. Pour l'heure, un prélèvement a été fait sur les squelettes de ces géants en vue de savoir à quelle période ils remontent. Les pyramides de Tirmini et le secret que son alentour commence à donner est une découverte majeure qui commande à la communauté scientifique nationale et internationale à orienter leur regard avec un grand intérêt pour le site archéologique de Tirmini. Le Niger, à l'instar des autres pays membres du CIO, célèbre ce mardi 23 juin la journée internationale olympique, une activité sans rassemblement des sportifs en raison du Covid-19. Toutefois, le président du COSNI a livré un message résumé ici par Ibrahim Tikire Cheibou Guissou. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, l'édition 2020 de la célébration de la journée olympique sera inédite. Pas d'organisation d'événements rassemblant le grand public. Toutefois, le président du comité exécutif du comité olympique et sportif national du Niger, COSNI, a livré un message lu par le vice-président, le colonel-major Jubilahi Mamidou Dipele. C'est le lieu de saluer les différentes initiatives développées par le mouvement sportif mondial autour du CIO pour faire face à cette crise sanitaire qui bouleverse les prévisions planétaires et nos habitudes, tant individuelles que collectives. En cette ère de haute technologie, des moyens plus adéquats ont permis de réduire les distances et d'impliquer toutes les
partie prenante dans la prise de décision à travers des concertations participatives par le biais de vidéos et ou de visioconférences. Ils ont permis de même de magnifier cette décision responsable sous l'égide du président Thomas Bach du report des Jeux Olympiques Tokyo 2020, en plaçant au cœur de toute autre préoccupation la santé des athlètes. Sans ces derniers, il n'y a pas de CNO et par voie de conséquence, pas d'activité sportive. La célébration de la journée olympique au Niger est une occasion pour le COSNI de procéder à des messages de sensibilisation à l'endroit du mouvement olympique nigérien sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Sur le plan national, le COSNI a maintenu le contact et l'assistance avec les différentes fédérations sportives, mais aussi avec nos sportifs boursiers résidant dans les différents centres de perfectionnement. Et cette occasion me permet de témoigner de toute notre gratitude aux plus hautes autorités de notre pays pour l'intérêt accordé au sport et leurs accompagnements afin de faire face à cette pandémie et ses conséquences. Nous en profitons également pour rappeler à l'ensemble de la famille sportive nationale la nécessité de maintenir la cohésion en notre sein et l'impérieux devoir de respecter les règles, la charte olympique ainsi que les statuts et règlements intérieurs de notre institution, le COSNI. C'est ensemble que nous vaincrons cette pandémie et réussirons la gestion de l'après-Covid-19 dans l'intérêt du sport nigérien et de notre jeunesse. La journée olympique, faut-il le rappeler, marque l'anniversaire de la création du Comité international olympique le 23 juin 1894 à Paris. Voilà, messieurs, dames, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles en compagnie des programmes de la télévision La Bari.